Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Question, comment se remettons? Et d'ailleurs, se remettons seulement? Elle est au cœur, cette question, de la série Arte Le Monde n'existe pas. Elle est signée Erwan Leduc, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buol. L'Anti-Sèche, vous savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme d'histoire, on parle de la Première Guerre mondiale à l'occasion de la première édition du festival Passeurs d'Histoire. C'est au Mémorial de Verdun. Et puis rendez-vous en fin d'émission, comme chaque semaine, avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste, des soupes de légumes. Mais avec elle, soyez-en certains, les enfants ne feront pas la soupe à la grimace. Oui, je sais, mais je n'ai pas pu m'empêcher. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Erwan Leduc, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste et réalisateur. Vous venez de signer pour Arte une série à l'inquiétante étrangeté. Les mots ne sont pas de moi, mais du journal Le Monde. Elle a été adaptée, cette série, d'un roman de Fabrice Humbert. Le Monde n'existe pas, c'est donc son titre, avec dans les rôles titres Nils Schneider et Maud Villers, tout de fascinant. On vous invite à l'occasion de cette journée nationale contre le harcèlement à l'école, car le sujet est au cœur de la série, mais vous ne le dévoilez pas tout de suite. Plantons le décor. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu la série, Adam est journaliste à Paris. Il apprend qu'une jeune fille a été assassinée dans une petite ville du Nord. Bande annonce. La petite ville de Guerre-sur-Isoire est toujours sous le choc de l'assassinat de cette jeune fille de 16 ans. Vous pensez qu'Axel Schall peut être innocent? Dans la vraie vie, quand tout accuse quelqu'un, c'est rarement une fausse piste. Je suis journaliste pour Aujourd'hui Demain. Vous croyez que vous allez faire éclater un complot? Axel m'avait averti qu'un jour, un homme viendrait peut-être. Ça fait presque 20 ans que je suis pas revenu. À chaque coin de rue, j'ai des souvenirs qui me remontent comme des nausées. T'es prêt à tout pour sauver le cul d'Axel Schall, hein? Quelqu'un nous raconte une histoire. Erwan Leduc, vous dites, j'ai grandi dans des petites villes comme ça, c'est calme, il y a beaucoup d'ennuis et l'ennui fait qu'on a envie de provoquer les choses. Et si tu es avec des gens qui te font du mal, c'est compliqué d'y échapper. Comment il est né ce projet autour du harcèlement? C'est pas une histoire vécue? Non, c'est pas une histoire vécue. C'est le roman de Fabrice Humbert. Au départ, il y a un roman qui est écrit par Fabrice Humbert. Et d'ailleurs, le thème du harcèlement est présent, mais il n'est pas vraiment au premier plan. C'est quelque chose qu'on a quand même remis un peu en avant lors de l'écriture, lors de l'adaptation du livre avec la scénariste Mariette Désert, avec laquelle j'ai travaillé. Au départ, c'est un projet qui m'est proposé par la productrice Nicole Collet, et après Arte s'y intéresse et on commence à travailler là-dessus. Et c'est vraiment en adaptant et en écrivant qu'on insuffle plein de nouvelles choses. Après, ce qui était intéressant, c'est que Fabrice Humbert, l'auteur du livre, lui, il avait envie que d'une chose, justement, c'est qu'on trahisse le livre. C'est-à-dire qu'on insuffle autre chose. Il est sympa. Quand on fait l'adaptation, l'auteur qui dit trahissez-moi. Oui, je ne sais pas si c'est commun, effectivement, mais en tout cas, lui, il avait vraiment fait ça. Déjà, il faut savoir, le livre, il se passe aux États-Unis. Donc, on a d'emblée un pas assez grand qui est fait dans les univers, même si on retrouve beaucoup de l'esprit du livre. Et moi, ce qui m'avait plu dans le bouquin, dans le livre de Fabrice, c'est qu'il y a une enquête policière, effectivement, mais c'est surtout le portrait d'un homme. Et c'est le portrait c'est un homme qui devient presque fou, en fait, au fur et à mesure du récit. Et il y a quelque chose d'assez fascinant aussi dans le livre que j'ai essayé de retranscrire dans la série, c'est que c'est un narrateur qui est de moins en moins fiable. C'est ça. Et donc, au fur et à mesure de la lecture et j'espère de la vision de la série, on commence à douter de sa propre parole, de sa conception des choses, de sa perception du réel. Je vous le confirme. Parce que ça commence comme une enquête très impressionniste. Petite touche, il remonte le fil de ses souvenirs et on comprend notamment, alors ça va être compliqué de pas trop divulgacher, on va être obligé de le faire un petit peu, mais on comprend que la ville où il revient, mais ça c'est dit dans la bande-annonce, le Adam qui revient n'est plus l'ado qu'il était, il a d'ailleurs même changé de nom. Oui, c'est quelqu'un qui est parti en faisant table rase, vraiment, qui vécu quelque chose de très douloureux dans son adolescence, qui est parti il a changé de nom, il a changé de corps, il a changé de tête, enfin il s'est vraiment fabriqué quelqu'un d'autre. Il est devenu quelqu'un d'autre, c'est ce qu'il croit. En tout cas, il a une carapace comme ça qui le protège. Et les gens, quand il revient, ne le reconnaissent pas du tout. Alors que lui, ou le reconnaissent. Il y en a un qui le reconnaît. Voilà. Et c'est ça qui fait aussi dérailler un petit peu les choses, la perception. Mais plus globalement, c'est quelqu'un, oui, qui s'est réinventé complètement ailleurs, quoi. Parmi ceux qui ne le reconnaissent pas, l'actuel principal du collège, qui est un de ses anciens harceleurs. Oui, qui est même son principal bourreau, quoi. Effectivement, harceleur en chef,
quand il était au lycée et qui maintenant s'enorgueillit d'avoir changé et d'être devenu principal de ce même collège-lycée. Oui, c'est un personnage qui, dans le livre, n'était pas du tout... il n'était pas principal du lycée. Ça, c'est quelque chose qu'on a inventé, qu'on a amené. Parce qu'on peut le lire comme... Là, je vous le dis avec ma lecture. Lecture, en tout cas, on peut le lire comme quelque chose d'un petit peu désagréable pour l'éducation nationale, quand même. Se dire que si le harceleur devient principal de collège, ça ne garantit pas l'atmosphère dans le collège en question. Mais c'est là où ça m'intéressait aussi, justement, de pousser un petit peu ces contradictions-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des personnages qui ne sont pas tout à fait... et qui ne sont pas à l'endroit où on les attend, on a une idée en tête, on a un petit cliché en tête, et puis en fait, c'est autre chose. Et moi, quand il dit maintenant, adulte, il dit, moi, la violence, ça ne m'intéresse plus, ça ne m'intéresse pas, je déteste. Je le crois, j'ai envie de le croire, et pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir changé. Et c'est ça qui est troublant pour Adam, c'est que c'est encore pire. Si c'était resté le même bonhomme qu'à 17 ans... on peut le haïr tranquillement. Une horreur, quelqu'un de vraiment haïssable, c'est une chose. Là, il se trouve face à quelqu'un qui dit qu'il a changé, qui ne le reconnaît pas, et qui en même temps tient un discours toujours un peu ambivalent. Donc c'est encore pire, quoi. C'est vraiment, il ne sait même pas plus quoi en penser. Je ne vais pas beaucoup pardonner à ce principal quand même. Il y a beaucoup de dimensions dans le film. Il y a celle des corps qui est tout à fait centrale, de même que celle de la norme hétérosexuelle. Il y a une atmosphère assez viriliste qu'endosse finalement Adam, parce que le Adam qui revient, alors on le voit, il est fin, c'est un jeune ado quand on le voit adolescent, et là c'est Neil Schneider, quoi. Donc il revient y compris avec une présence physique significative. Ah oui, puis ce corps, c'était vraiment un point important pour moi du personnage, et c'est la première chose d'ailleurs que j'ai demandé à Neil Schneider quand on s'est rencontrés. Je lui ai dit ce serait bien de prendre du muscle, ce qu'il a fait, parce que c'est un acteur qui travaille comme ça aussi, qui s'imprègne, qui change de corps. Là, il change vraiment physiquement. On le reconnaît à peine par rapport au rôle dans lequel on a l'habitude de le voir. Il a pris 20 kilos de muscle, Nils, pour le rôle. Ah oui, 20 kilos quand même. Oui, il s'est vraiment on voit qu'il en fait du sport en plus. Oui, il est un peu obsédé par ça, d'ailleurs. Il est obsédé par ça, mais ça raconte quelque chose du personnage. C'est pas juste un élément... c'est pas un détail du tout. Parce que justement, il est capable, devenu adulte 20 ans après, de se défendre. Il veut pouvoir se défendre. Et c'est ça que ça raconte aussi, parce que moi, ce qui m'intéressait, et notamment par rapport à cette question du harcèlement et des violences qu'il a subies, c'est pour moi quelqu'un aussi qui a développé sa propre violence et qui a appris à se défendre, mais qui peut aussi être dangereux lui-même. Et il y a une scène comme ça, effectivement, sans dévoiler trop de choses, mais il y a une scène où il se fait agresser par adulte, par d'autres gars. Et là, il retourne la situation et c'est lui qui devient dangereux. C'est lui qui a deux doigts d'en noyer un. Et c'est ça qui m'intéressait aussi dans le personnage. C'était de montrer comment la violence qu'il a subie, en fait, a déposé cette graine-là en lui. Et c'est presque ça qu'il a fui quand il est parti. C'est la violence des autres, mais c'est sa propre violence à lui. Et c'est ça qui est le plus pervers, je trouve, aussi dans ces situations-là. Il retrouve aussi une partie de son histoire familiale, parce qu'il n'y a pas que cette histoire de harcèlement dans les blessures et dans les traumas, finalement, avec lesquels il a laissé cette petite ville. Et on parlera aussi de cette petite ville. Et le rapport à sa mère. Oui, le rapport à sa mère, qui est un personnage assez tragique, qui effectivement a fait comme elle a pu. Et encore une fois, ça m'intéressait d'avoir quelqu'un qui a un discours qui est entendable, qui est son discours à elle, qui est face à ce que son enfant subit. Elle essaye de le raisonner, elle essaye de lui donner des clés. Elle lui dit, il faut que tu trouves tes propres parades. Et ça ne résonne pas du tout chez son fils. Et comme ça, cette incompréhension qui grandit entre eux et qui conduit, lui, à son départ avec perte et fracas. Et moi, c'est une partie de l'histoire que je trouve assez émouvante, assez dramatique, parce que ça raconte quelqu'un qui revient chez lui et qui, en fait, sa mère, encore une fois, on raconte un petit peu, mais oui, sa mère, un petit peu. Elle n'est plus là, on ne va pas dire pourquoi elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Il reste le beau-père. Et donc, il revient et il peut plus s'excuser, quoi. Il ne peut plus s'expliquer avec elle, et il y a quelque chose comme ça d'irréparable. Et de violent quand il refuse ou pas, qu'on lui remet une lettre qui a été écrite par sa mère. On va parler aussi du personnage d'Axel, c'est un personnage important. Le monde n'existe pas à voir ou à revoir sur Arte. On en parle à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école avec Erwan Leduc. On le retrouve juste après l'Anti-Sèche. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. On parle d'histoire aujourd'hui et de transmission dans cette Anti-Sèche, direction le Mémorial de Verdun, et la toute première édition d'un festival Passeurs d'Histoire. Oui, sous-titre, le festival dédié à la transmission de l'histoire lors de la Première Guerre mondiale. Les Français et les Allemands se sont donc affrontés pendant 8 mois, entre le 21 février et le 18 décembre 1916 à Verdun. Une bataille qui a fait plus de 700 000 pertes, morts, disparus ou blessés, plus de 360 000 soldats français
français, autant côté allemand. Alors un général allemand de l'époque avait choisi Verdun pour sa vulnérabilité et aussi de par sa localisation, puisqu'il n'y avait pas besoin de déplacer les troupes le plus lointain possible, Verdun étant non loin de la frontière allemande. Alors aujourd'hui, vous pouvez le visiter, justement, ce mémorial de Verdun. Champ de bataille, c'est son nom complet. Je vous propose d'écouter son directeur, Nicolas Barré. C'est l'occasion de valoriser Verdun et son champ de bataille comme un lieu historique fort qui a cette particularité, je pense aux enseignants ou aux parents qui peuvent nous écouter, c'est qu'on peut vivre l'histoire sur le terrain. On peut toucher les traces de l'histoire. Et tout de suite, dans le rapport à ses enfants, à ses élèves, c'est très différent de raconter quelque chose quand on a les pieds dans les trous d'obus que dans un livre ou dans une salle de classe. C'est tout de suite plus accessible, c'est tout de suite plus émotionnel, c'est tout de suite plus incarné. Alors je vous propose de revenir à ce festival qui va débuter dès demain, Passeurs d'Histoire. Quels en sont les objectifs ? C'est un festival qui vraiment s'adresse au public le plus large, qui n'est pas totalement parlé un festival d'histoire, mais un festival dédié à la transmission de l'histoire. Le mot important, c'est la transmission, c'est-à-dire qu'il va valoriser, interroger tous les nouveaux médias, toutes les nouvelles façons de transmettre, c'est-à-dire de raconter l'histoire, porter à connaissance, mais aussi la notion de confier à la génération suivante. Finalement, donc c'est vraiment ces deux éléments, comment on va partager l'histoire avec le plus grand nombre et notamment avec les jeunes. Alors on va s'intéresser au programme également pluridisciplinaire, il y aura de la littérature, du cinéma, des rencontres, des discussions, c'est à la fois riche mais aussi extrêmement varié. Nicolas Barré. Beaucoup de films d'animation, donc tout à fait accessibles à un public jeune. Une avant-première sur La plus précieuse des marchandises, qui est le film de Michel Hazanavicius qui a été présenté à Cannes. Film d'animation adapté du roman de Jean-Claude Grimberg, donc, qui traite de la Shoah, mais aussi Parvana, une enfance d'Afghanistan, ou Interdit aux chiens et aux Italiens. Mais il y a aussi un espace livre-auteur où les gens vont pendant 2 jours pouvoir rencontrer une trentaine d'auteurs, des historiens, des romanciers, des auteurs de bandes dessinées, de livres pour enfants, voilà. Et puis un espace qui est vraiment une nouveauté, les jeux vidéo, la réalité virtuelle, les podcasts, un espace court-métrage aussi. Et pour revenir au long métrage, il y aura l'avant-première de Saint-Ex sur Saint-Exupéry, casting Louis Garrel, Vincent Cassel, Diane Kruger, rien que ça. Le film va sortir en salle le 11 décembre, c'est de Pablo Agüero. Autre film également, un autre blockbuster cette fois-ci, Gladiator 2, on voit les pubs en ce moment. Et bien là aussi, le dernier de Ridley Scott qui va sortir dans les salles mercredi prochain à découvrir à l'occasion de ce festival. Au programme, des tables rondes, des conférences également, avec un accent qui est mis sur la transmission, un choix qui est assumé justement et qui nous est expliqué par son directeur. C'est une préoccupation de toute société, de tout être humain. D'ailleurs, c'est une des particularités de l'être humain, de raconter son histoire. Nous, on est convaincus que l'histoire, c'est un bien commun à toute la société, que chacun en a une approche, quel que soit son niveau social, culturel, par l'école, évidemment, mais on a aussi une approche de l'histoire par sa famille. On a tous une histoire familiale, une histoire individuelle qui s'inscrit dans une histoire régionale, collective, nationale, européenne. Il est particulièrement important, je dirais, de le chérir, de le faire vivre, de le partager. Alors rendez-vous dès demain et ce jusqu'au 10 novembre. C'est gratuit pour tout ce qui est table ronde, rencontres, dédicaces, animations et ateliers. Sinon, c'est 6 € pour les projections. Et puis entre 5 et 16 € pour notamment une pièce de théâtre qui s'appelle « Et le cœur fume encore » puisque ça se passe donc dans la ville de Verdun. L'occasion de visiter aussi la ville et son mémorial à côté. Le site internet mémorial-verdun.fr. Guillaume, merci beaucoup et longue vie à ce jeune festival Passeurs d'Histoire. Erwan Leduc, invité du Grand Oral en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Grand Oral, la suite. Erwan Leduc, le suspect du meurtre, c'est Axel. Axel, c'est aussi le premier amour d'Adam, qui ne s'appelait pas Adam à l'époque. Un personnage qui, par le sport notamment, par une prestance, échappait, lui, aux brimades. Oui. Oui, il y a quelque chose de... C'est un personnage qui est un peu un archétype. Hein. C'est le héros de l'école, le champion de tennis, celui qui dégage une lumière particulière. Et d'ailleurs, les premières fois où on le voit dans les yeux du jeune Adam, qui s'appelait effectivement Corentin dans sa jeunesse, on a travaillé aussi sur ça, qui est une espèce d'aura, une très forte qu'on ressente
plus qu'on l'a. Enfin, on la connaît pas, mais on la ressent très fort. Donc oui, lui, mais il est aussi plombé par ce talent. C'est un personnage qui a de grandes attentes qui pèsent sur lui. Qui a de grandes attentes qui pèsent sur lui, qui a aussi tout ce que le don qu'il peut avoir, enfin le talent qu'il peut avoir par rapport à ce sport amène comme attente. Et toute cette pression-là, on sent bien que c'est pas quelque chose qui le rend heureux non plus, quoi. Et c'est vrai que c'est là où il se retrouve avec le jeune Adam. Il se retrouve à cet endroit de chercher des échappées, de se raconter d'autres histoires et de pas vouloir suivre le chemin qu'on a tracé pour eux. En tout cas. Avec une tendresse mutuelle. Oui. Et vous exprimez leurs liens d'ailleurs à travers une scène de tendresse qui est une scène très touchante. Oui, c'est quelque chose. Il y a quelque chose de la découverte aussi de leurs sentiments respectifs. Prend soin de l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est plus. C'est plus une attention, une bienveillance qu'ils ont. Une attraction qui est irrépressible ou quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose de plus souterrain, en tout cas peut-être plus subtil et qui est tout aussi perturbant, je pense, pour les deux. En parlant de perturbation, la série baigne dans une ambiance très particulière, dans une petite ville. Alors, vous n'avez pas été victime de harcèlement quand vous étiez dans cette petite ville. En revanche, si vous avez choisi de situer l'action dans une petite ville comme ça, dans le Nord, alors c'est vous donner un faux nom, vous avez inventé une ville, mais c'est aussi un paysage à la fois géographique et mental qui vous est très familier et qui raconte quelque chose. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai grandi dans le nord de la France. J'ai passé une partie de ma jeunesse là-bas et ça faisait très longtemps que je n'étais pas retourné. Et quelque part, c'est intéressant aussi. Je fais le même parcours que le personnage principal qui revient 20 ans après. Donc, c'est toujours intéressant quand on réalise, quand on raconte une histoire, d'avoir quelque chose de l'ordre de l'intime, comme ça, qui se partage avec le personnage. Et après, ce qui m'intéressait, c'était, cette ambiance-là. Maintenant, c'est dans le nord de la France. Franchement, ça pourrait se situer à plein d'endroits de ce pays. L'idée, c'était de raconter comme ça. Mais l'idée, c'est le microcosme, quand même. Tout le monde se connaît, tout le monde alors, y compris se surveille. Il y a ce personnage absolument extraordinaire de ce garçon qui travaille à la médiathèque, qui documente absolument tout, qui filme tout, dont on ne sait pas très bien s'il est dingue, s'il est juste obsessionnel, on ne sait pas trop. Oui, effectivement, oui, c'est cette espèce d'œil comme ça qui est tout le temps là dans un coin et plutôt accueilli avec bienveillance la plupart du temps parce que les gens du coin le connaissent et se disent bon, ça va. Mais effectivement, cette ambiance-là, elle est vraiment, je pense, elle est partagée par plein de petites villes en France comme ça qui sont un peu isolées, où l'ennui est assez fort et du coup, quand il y a ennui, il y a aussi fiction. Et puis on va inventer des choses, et puis on va inventer des histoires et provoquer un peu des choses aussi. Et ça, on l'a travaillé aussi beaucoup. Alors justement, Adam, il est devenu journaliste, mais aussi écrivain. Est-ce que pour digérer le trauma, il faut prendre le pouvoir sur la narration ? Est-ce que ça peut être un des messages du film, inventer son propre récit de ce qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé d'ailleurs ? Oui, c'est sûr. Après, en tout cas, c'est quelque chose qui, lui, le travaille beaucoup. Et même dans sa jeunesse, c'est un adolescent qui est passionné par le théâtre. Qui réfléchit beaucoup à ça, qui probablement écrit des pièces. Enfin, on s'attarde pas dessus, mais on le sent. Il brûle d'un feu, quoi. Il brûle de quelque chose de romanesque et de grandes envies. Et quand il écrit un livre, c'est aussi pour aller au bout de ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi la déception qu'il a pu traverser avec ça. Pour moi, c'est un journaliste qui a écrit un livre et lui, il a presque oublié cette histoire. Enfin, et voilà. Et ce qui traverse là, l'histoire qui va l'amener au bord du gouffre et au bord de la folie, va peut-être lui permettre de retourner vers la fiction, justement. Parce qu'il y a un parcours tout à fait chaotique de la mémoire traumatique, de la reconstruction, et ça, vous le mettez en scène. C'est un des fils conducteurs de l'ensemble de la série, quand même. Oui, il se confronte à ses fantômes. C'est ça. C'est sûr. Après, qu'est-ce qu'il en ressort, qu'est-ce qu'il apprend de ça, je sais pas, chacun pourra le dire. Enfin, chacun le ressentira différemment, mais en tout cas, oui, il traverse... Et il traverse... il y a une sorte de retour dans son passé à lui. Parce qu'il y a plein de lectures possibles, quand même. Oui. Quand vous nous laissez à la fin, dans une forme de désarroi, on se dit il y a une lecture de résilience, c'est possible, il y a aussi une lecture de folie. Oui, moi, c'est ce qui vous plaît dans votre cinéma, de toute façon, mais bon, bref, ou dans vos séries. Mais... Même dans tous les types de récits, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit pas trop univoque, c'est qu'il y ait une ambiguïté, c'est qu'il y ait différentes pistes, c'est que surtout chaque spectateur puisse se raconter sa propre histoire. Et trouver sa place. Voilà, et donc il y a suffisamment, je crois, aussi de personnages secondaires qui sont intéressants, qui vont poser d'autres graines, qui vont amener d'autres visions des choses pour que le spectateur puisse se poser plein de questions, se raconter plein de choses. Moi, alors dans les personnages qui n'est pas franchement secondaire, celui qui est joué par Maud Villers, qui est un personnage principal, en fait, je ne sais pas comment le qualifieriez, mais enfin, après, qui était la compagne du meurtrier présumé, qui est là encore d'une inquiétante étrangeté, elle aussi.
Oui, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup des personnages, on ne sait jamais trop quoi en penser. Ouais. Quoi. Et en même temps, ce qui m'intéressait, c'est qu'on parte de cette sensation-là, que Adam soit déstabilisé, qu'il soit jamais vraiment au bon endroit, que le dialogue se noue pas tout à fait. Et puis au fur et à mesure, avec elle en particulier, quelque chose se déglace, se dégèle, quoi, et donc se passe et se déplie. Mais c'est dans leur souffrance et dans leur solitude qu'ils se retrouvent. Mais effectivement, ce qui est une autre façon d'affronter un trauma et de le gérer. Tout à fait, effectivement, dans ce partage-là, et qu'il y a quand même une lueur d'humanité, quoi, qui pointe comme ça dans leur rapport. Un mot de la musique, Erwan Leduc. Meilleure musique originale à la série Mania, signée Julie Rouet, pour Le Monde n'existe pas. Série qui, par ailleurs, avait été très remarquée. Oui. Vous me regardez, j'ai dit une bêtise. Non, d'accord, voilà. Non, série qui, par ailleurs, avait fait sensation à série Mania. La musique, c'est un personnage à part entière. Oui, très très important. Moi, Julie Rouet, ça fait 4 films ou séries qu'on travaille ensemble, donc on se connaît bien. Et ce qui est intéressant quand on se connaît bien, c'est qu'on se pousse un petit peu. Donc là, on a vraiment beaucoup cherché ensemble. Et puis elle, surtout, moi, je lui disais encore, autrement. Il fallait trouver, oui, dans une série comme ça qui repose beaucoup sur la sensation et sur quelque chose d'un peu différent, en tout cas dans la mise en scène. Et dans les ruptures de ton, et dans quelque chose qui joue avec la perception, la musique, elle est évidemment hyper importante. J'avais forcément en tête le travail qu'a fait Angelo Badalamenti avec David Lynch, mais d'autres références aussi possibles. Mais en tout cas, je savais dès le départ, et je lui avais dit à Julie que ça serait très important. Et il fallait, qu'elle trouve une manière d'avoir à chaque épisode quelque chose de nouveau, et en même temps qu'il y ait une continuité. Vous voyez. Donc ça, c'est un beau défi, je pense, pour elle, et je trouve qu'elle l'a réussi haut la main, quoi. La musique est vraiment formidable. À la fois, elle reste en tête, et en même temps, on a toujours l'impression de la redécouvrir. Et donc c'est là où je trouve qu'elle a vraiment réussi quelque chose. Et cette série est évidemment, on l'aura compris tout, sauf une série à thèse ou un film à thèse autour de quoi que ce soit d'ailleurs, mais certainement pas du harcèlement. Néanmoins, si vous avez choisi de zoomer sur cette dimension-là et de la tirer, c'est quand même pas pour rien. Il y a quand même un petit message pour les personnes qui sont confrontées à ces situations-là. S'il y a un message à avoir, oui, c'est d'en parler. C'est surtout ça, c'est d'être dans C'est ce qui est de ne pas attendre 20 ans. De ne pas attendre 20 ans, de ne pas essayer de régler ça dans son coin ou de le mettre sous le tapis et de se dire je vais fabriquer ma vie autrement et je vais changer de vie et je vais m'inventer autrement. Non, il y a ces fantômes-là du passé, il vaut mieux les affronter le plus tôt possible. Ça. Voilà, et là ça croise pour le coup ce que d'autres invités disent à votre place régulièrement, puisque c'est un sujet malheureusement sur lequel on vient régulièrement et il y a des dispositifs pour ça. Parlez-en, ne gardez pas pour vous, et les entourages aussi ont un rôle considérable à jouer. Vous montrez aussi un petit peu la lâcheté des témoins silencieux quand même. Il y a un petit truc autour de la responsabilité collective, c'est-à-dire il faut en parler, mais... Oui, il y a quelque chose de cet ordre, mais voilà. Après il y a aussi le personnage du beau-père par exemple, qui est quelqu'un qui est très à l'écoute et qui essaye, mais ça suffit pas. Voilà, et que ça ne suffit pas, et c'est parfois c'est plus complexe que ça, mais ça n'empêche pas qu'il faut toujours effectivement essayer de faire le lien. Plein de personnages formidables, je ne vais pas pouvoir citer toute la distribution, elle est d'un niveau absolument remarquable, superbe série, Le Monde n'existe pas, elle est sortie il y a maintenant quelques mois, mais elle est toujours accessible sur la plateforme d'Arte. Merci mille fois Erwan Leduc de nous avoir accompagnés dans cette journée nationale contre le harcèlement, et nous on vous conseille évidemment de voir ou de revoir, là, elle mérite d'être vue, parce qu'il y a tellement de fils tirés dans tous les sens qu'on peut la comprendre de manière différente, et sinon on peut aussi lire le roman de Fabrice Humbert. Vous restez avec nous, si vous le voulez bien, on passe à la cantoche, nous on a cantoche une fois par semaine le jeudi, ça vous va? Avec plaisir. Soupe à la légumes? Allez, Sandra Ferreira. Chaque semaine, on retrouve Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Notre diététicienne et nutritionniste. Les températures fraîchissent un petit peu. La soupe fait son retour. La soupe qui réchauffe, qui hydrate, qui permet de manger des légumes. Vous allez nous donner quelques astuces pour les rendre encore plus attrayantes et meilleures pour la santé, pour nous et pour nos enfants. Exactement. Premier conseil. Premier conseil, c'est... Ne faites pas de soupe. Non, je rigole. Non, tout le monde aime la soupe. Mettez plein de légumes différents. Plus il y aura de couleurs, mieux ça sera. La couleur veut dire dans un légume qu'il y a des minéraux et des vitamines intéressantes. Donc vous mélangez des légumes orangés, potirons carottes, des légumes rouges, des poivrons rouges, des tomates, ça peut être des légumes blancs et bruns, des champignons, du chou-fleur, du topinambour, des légumes violets, l'aubergine, et des légumes verts, la laitue, les haricots verts. Vous ne faites pas forcément tout en même temps, parce que je vous avoue, je n'ai pas essayé, mais peut-être que c'est très bon. Ouais. Mais voilà, on choisit, mais en tout cas, on mélange. Le plus possible de couleurs. Légumes bio? Légumes bio, c'est mieux. Voilà. Pourquoi? On rappelle que si les légumes est bio, il y a une concentration en nutriments qui est plus concentrée, qui est plus élevée. On évite aussi les résidus de pesticides. Et à choisir, et ça je le dis assez souvent, choisissez des légumes de saison,
à pleine maturité pour avoir le maximum de vitamines, c'est le but. Donc on les achète bien mûrs, c'est ça? Vous les achetez bien mûrs et vous évitez de les acheter et de les stocker 2, 3, 4, 5 jours au réfrigérateur parce que plus de temps on attend, moins il y a de vitamines. Et s'ils sont sauvés au congélateur, les légumes surgelés? Ça c'est bien, très bonne idée Emmanuel. Des légumes surgelés, vous les achetez nature. L'avantage de la surgélation, c'est que industriellement parlant, ils vont cueillir et ils vont surgeler très vite, donc les vitamines vont entre guillemets figer dans le temps, elles vont être là. Donc c'est très intéressant et ça permet surtout de consommer des légumes de toutes les saisons, en toute saison. D'accord. Le ratio eau légumes? Alors, c'est vrai. Il y a un truc idéal à choisir. Ouais. Il vaut mieux plus de légumes que d'eau. Enfin, plus que en tout cas, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Pourquoi? Si elle est... Bon, c'est très bien pour l'hydratation, mais l'hiver, ce n'est pas le plus essentiel, l'hydratation. Et plus elle va être riche en légumes, donc consistante, moins vous aurez faim. En fait, le but, c'est d'être calé. Hein. Ce n'est pas de manger une petite soupe et d'avoir faim toute la nuit. Et un autre aspect, plus il y a d'eau dans votre soupe, plus il y a de risques que derrière, si vous la buvez le soir, vous alliez faire pipi très régulièrement et vous allez perturber votre sommeil. À qui le dites-vous? Vous avez besoin de confesser, Emmanuel? C'est pas une mijotée, une soupe. Ça se fait vite. Alors, il vaut mieux la faire vite parce que les vitamines, elles vont s'altérer avec la cuisson. D'accord. Donc, on pourrait la faire mijoter très longtemps. C'est moins intéressant. Il faut que ça cuise quand même. Comment on fait? Il faut que ça cuise. Alors, l'idéal, c'est de couper des tout petits morceaux de légumes, voire de les râper. Vous râpez vos légumes, vous les faites cuire à couvert à feu doux, 10-15 minutes, c'est prêt. Hein, le temps d'aller prendre une petite douche, hop, et puis c'est prêt. Non, parce qu'il ne faut pas se dire que c'est long non plus. Hein. Ouais, j'ai bien compris ça. Et c'est rapide. D'ailleurs, je reviens sur le dosage. En général, on compte 1 litre d'eau pour 1 kilo de légumes. D'accord, voilà. C'est assez mnémotechnique. On met des pommes de terre toujours dans la soupe? On peut les remplacer par autre chose? Ah, mais oui, on peut les remplacer par les légumes secs. Et là, les légumes secs, donc lentilles, haricots blancs, pois chiches, ce qui est intéressant, c'est que ça apporte beaucoup de protéines et beaucoup de fibres. Et ça va donner une certaine consistance. Il est recommandé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'en consommer 2 fois par semaine, chez l'adulte ou chez l'enfant. Donc c'est une bonne manière de les faire passer. Et puis il y en a plein. Vous pouvez utiliser aussi des haricots en conserve, hein, que vous rincez, vous égouttez. Vous n'êtes pas obligé de passer 30 minutes à faire cuire des haricots secs. Ça peut être des lentilles corail. Tout ça, ça cuit assez rapidement. Surtout les lentilles corail, elles cuisent assez vite. En 10 minutes, c'est fait. Ok, vous avez commencé fleur au fusil cette chronique en disant la soupe, tout le monde aime. Il m'est revenu que parfois tous les enfants n'adoraient pas. Oui, fleur au fusil, j'ai commencé cette chronique. Voilà, tout le monde aime la soupe. Fake news. Voilà, fake news peut-être, si c'est le cas. En tout cas, n'hésitez pas à rajouter un peu de beurre, un peu de crème, now we are talking, comme ils disent. Un petit peu de beurre, c'est une demi à une cuillère à café par personne, Emmanuel. Hein. C'est pas par... un petit peu... Non, je vous connais. L'idée aussi, c'est pas trop saler la soupe et plutôt de mettre des épices à choisir pour donner du goût, des herbes, et plutôt en fin de cuisson. Et n'hésitez pas, ça peut être du curry, parce que oui, en fin de cuisson, le goût va être bien plus fort. Curry, paprika, aneth, je vous donne quelques idées, ciboulette, persil, poivre blanc, citronnelle et l'ail, en l'occurrence. Et on peut aussi ajouter dans la petite soupe des petites crevettes, c'est assez sympa, des petits morceaux de poulet, des petites langoustines, ce que vous avez sous la main, des petits morceaux de jambon s'il le faut aussi. Ça vient un peu, c'est des soupes asiatiques comme ça. Les soupes asiatiques, oui, on peut même rajouter quelques oléagineux, des petites cacahuètes si votre enfant n'est pas allergique, et ça donne une consistance. Et on mange une soupe et on fait un topping à la Sandra Ferreira qui veut que la soupe soit dans tous les foyers avec plaisir pour nos chers bambins. Et en plus, c'est vite préparé. Voilà, exactement. Super. Vous êtes soupe? Soupe ou pas soupe? Je peux le devenir. Quand c'est vendu comme ça, il faut dire tout le monde devient soupe. 10-15 minutes, très bon pour la santé. Ouais. Excellent. Vous êtes obligé. Je viendrai vérifier ça. Sandra, dites donc. Merci beaucoup, chère Sandra. Merci beaucoup, Erwan Leduc aussi. Donc les soupes, vous avez les recettes. 1 litre, 1 kilo, c'est quand même pas compliqué. Le Monde n'existe pas, c'est sur la plateforme d'Arte à voir ou à revoir. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Rodemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et Kylian Soula à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et pour le grand entretien, même sur les principales plateformes de podcast pour la version audio.